Bonjour à tous, ça marche? Ok. Du coup, je m'appelle Andrea, je suis une des infirmières du service de rythmologie que vous peut-être vous avez croisé ou que vous allez être amené à croiser, sachant qu'on est quand même une grosse équipe sur l'aile Est, l'aile Ouest, donc ça fait beaucoup de personnel paramédical que vous risquez de croiser. Donc, je vais me concentrer là sur le parcours du patient qui vient en rythmologie, vraiment dans le cadre de ces pathologies cardiologiques rares, sachant qu'on accueille aussi beaucoup de patients qui viennent pour tout type de troubles rythmiques, donc la fibrillation, d'autres choses comme ça. Mais là, on va vraiment se focaliser sur les pathologies rares. Hop. Donc ça, c'est un petit peu le topo qu'on va aborder. Du coup, les pathologies rares, donc ça va être le syndrome de Brugada, la dysplasie arythmogène du ventricule droit, le syndrome du QT long, d'autres pathologies, des bilans de SV, de tachycardie ventriculaire, de fibrillation ventriculaire. Enfin voilà, toute une liste exhaustive de pathologies cardiaques assez rares qui viennent chez nous en fait pour faire une hospitalisation, pour faire un bilan complet. Il y a aussi les patients qui viennent pour des bilans de diagnostic, donc des personnes qui ont vécu une mort subite et qui ont été récupérées. Donc en fait, quand vous arrivez dans le service, vous êtes accueilli par l'équipe paramédicale qui vous accueille, qui vous accompagne dans votre chambre. Vous aurez un entretien d'accueil avec l'infirmière qui s'occupe de vous. Et du coup, on va vous expliquer un petit peu tout le déroulé de l'hospitalisation, tous les examens qui ont été prévus, programmés par le médecin. On va vous donner les consentements pour les différents examens et puis on va vous expliquer en quoi consistent ces examens, un petit peu les horaires, un petit peu le parcours de l'hospitalisation. C'est aussi un moment d'échange où nous, on va avoir beaucoup de questions à vous poser concernant vos antécédents, concernant votre famille, parce que souvent, c'est des dépistages familiaux. Donc, nous, on pose des questions, mais c'est aussi un moment d'échange où il faut que vous posiez des questions. Voilà. Sachant que tout au long de l'hospitalisation, on sera à votre écoute et disponible. Donc, même si à l'entrée, vous êtes un petit peu stressé, que vous n'avez pas trop de questions à ce moment-là, voilà, faut pas hésiter. Nous, on a vraiment l'oreille tendue, on est prêt à vous écouter. Et, si vous avez des questions, il faut profiter de l'accueil, mais il faut profiter de toute l'hospitalisation. On réalise aussi différents électrodes, donc ça, on y reviendra après, sachant que là, je vais me focaliser sur l'activité de l'infirmière, mais en fait, vous serez accueillis et suivis par toute une équipe pluridisciplinaire, donc paramédicale, avec les aides-soignants, les infirmiers, les cadres de santé du service. Il y aura aussi, il y a une psychologue que vous verrez juste après, qui est attaché au service. Il y a aussi tous les attachés de recherche clinique que vous pouvez être amenés à rencontrer pour vous proposer d'autres protocoles et toute l'équipe médicale avec les étudiants en médecine, l'interne, les médecins. Et voilà, sachant qu'on travaille en collaboration, on est centre de référence des maladies rythmiques sur Bordeaux, mais on travaille en collaboration avec tous les autres centres de référence des maladies rythmiques en France. Voilà. Donc, par rapport aux électros, nous, on réalise toute une panoplie d'électrocardiogrammes à l'entrée du patient. Donc là, vous pouvez voir, c'est une des machines qu'on a, un gros électro. On en a plein dans le service. Voilà. Donc, en fait, il y a des protocoles selon les pathologies. On sait que si un patient vient pour un syndrome de Brugada, on va faire telle série d'électrocardiogrammes. En fait, c'est vraiment focalisé en fonction des pathologies pour lesquelles les patients viennent. On peut être amené à vous faire des électros allongés, debout, en faisant des flexions, en faisant des manœuvres vagales, mais de toute façon, l'infirmière est avec vous pendant tous ces électros et elle vous expliquera tout ce que vous devez faire. Ça dure assez longtemps, ça occupe une bonne partie de l'après-midi. Voilà, et on vous met un boîtier de surveillance. Je vous montrerai une photo un petit peu plus tard dans le diaporama, comme un holter en ville. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu, mais c'est le même principe. Hein, on le branche et puis comme ça, en fait, ça répète sur les écrans dans notre bureau. Donc, il y a une surveillance du rythme 24 heures sur 24. Pendant cette hospitalisation, vous pouvez être amené à faire plusieurs examens d'imagerie médicale. Pareil, là, c'est le médecin qui préconise
pour tel patient, il va falloir faire tels examens. Des fois, ça peut être organisé en amont de l'hospitalisation. Il y a des patients qui auront déjà fait une échographie cardiaque, une IRM, auquel cas on vous conseille de venir avec les résultats de ces imageries. Et d'autres fois, ce sera organisé pendant ce temps d'hospitalisation. Donc ça, c'est pareil, à l'accueil, l'infirmière, elle vous dira, vous avez l'échographie à telle heure, voilà. On va vous driver tout au long de l'hospitalisation. Voilà, donc une belle image d'un patient pendant une épreuve d'effort. Pendant l'hospitalisation, pour ces patients qui viennent pour ces pathologies rares, dans la très grande majorité des cas, on proposera aux patients un test médicamenteux à visée diagnostique. Il faut savoir que ces tests sont réalisés dans le service de Haut-l'Évêque depuis 1995, donc ça fait un petit moment déjà. C'est bien évidemment sur accord du patient parce qu'avant de faire cet examen, le patient sera informé par l'infirmière et par le médecin en quoi consiste cet examen. Vous aurez un consentement à signer également. Donc il y a 3 principaux, on fait pas mal de tests, mais il y en a 3 majoritaires, vraiment, qui, encore une fois, sont ciblés selon la pathologie recherchée. Donc, il y a le test à l'adrénaline, le test à l'isuprel et le test à l'ajmaline. Le test à l'ajmaline, on en a parlé avec le professeur juste avant par rapport au syndrome de Brugada. Donc, voilà, là, en diaporama, vous avez une perfusion, puisque c'est des médicaments qu'on administre par voie intraveineuse. Dans une voilà. Donc le test est réalisé dans le service, dans une chambre qui est dédiée à ça. On fait pas ça dans la chambre où le patient passe le plus clair de son temps en hospitalisation. On fait ça vraiment dans une pièce spécifique où le patient est installé. Il va être donc là vous pouvez voir sur l'image, il y a le lit. Il y a un défibrillateur au fond, juste à côté du patient. Donc en fait, le patient est installé sur le lit. On va lui poser, donc on garde le scope, je vous montrerai après. On branche un électrocardiogramme au patient. On met le brassard à tension pour surveiller la tension, tous les paramètres cliniques. Et là, vous voyez que le patient, il est perfusé. Donc ça, c'était juste avant de démarrer un test médicamenteux. Donc le test médicamenteux, il est réalisé en présence du médecin et de l'infirmière. Le médecin est au pied du lit du patient avec donc en fait l'électro est branché, il défile pendant tout le long du test médicamenteux et du coup le médecin est vraiment focalisé sur le tracé de l'électrocardiogramme pour déceler la moindre petite modification. Et du coup l'infirmière elle est au pied du patient. Donc voilà. Là, c'est comme si vous aviez la vision que nous, on a quand on est à côté du patient et qu'on fait le test. On est vraiment juste à côté. On gère l'administration de tous les thérapeutiques et le défibrillateur est branché sur le patient, donc à visée de monitoring, ce qui permet que nous, on peut avoir quand même un regard sur ce qui se passe aussi au niveau du rythme cardiaque du patient. Voilà, donc c'est un examen qui est assez impressionnant que nous, on fait qu'on fait tous les jours, voire même plusieurs par jour. Donc, on a quand même l'habitude d'accompagner les patients dans cet examen qui est assez stressant. Donc, voilà, ça se passe quand même très, très bien à chaque fois. Après, c'est beaucoup le stress des patients qui fait que ça peut un petit peu, voilà, forcément, le stress, des fois, n'aide pas. Et au final, ils sont bien contents une fois qu'ils ont fait cet examen. Surtout que c'est très rapide. En fait, le plus long, c'est toute la préparation. À l'issue de tous ces examens, donc échographie, IRM et tout ça, à l'issue du test médicamenteux et en fonction aussi de l'historique familial du patient, le médecin peut être amené à nous demander de réaliser un bilan génétique. Donc en fait, le bilan génétique, qu'est-ce que c'est ? C'est un dossier qui est envoyé la plupart du temps à Nantes, qui a un centre de référence avec lequel on travaille. Et en fait, ce bilan est constitué de plusieurs documents. Donc déjà, il y a un consentement éclairé qu'on remet au patient au moment où le médecin nous demande de réaliser ce bilan génétique, sachant que le patient au préalable aura reçu l'information médicale.
Il y aura également un arbre généalogique qui sera réalisé, donc ça par l'étudiant en médecine ou par l'interne. Donc vous verrez la plupart du temps l'étudiant en médecine qui viendra dans la chambre et puis qui fera le topo avec le patient de tout l'historique familial. Voilà. On inclut dans ce bilan aussi tous les électros, l'électro de base, les électros qui sont faits pendant les tests médicamenteux. Il y a également les comptes rendus de tous les examens que le patient va réaliser. Et ça, on demande également au patient son accord pour un prélèvement sanguin, puisqu'en fait, pour ce bilan génétique, c'est par prélèvement sanguin et c'est avec l'analyse de ce prélèvement qu'en fait, ils arrivent à avoir au niveau des gènes si le patient est porteur de la mutation ou pas. Voilà. Donc en fait, en gros, pour le patient, la constitution de ce dossier génétique, ça entraîne la signature du consentement et la réalisation d'une prise de sang. Voilà. Il y a également le courrier médical de sortie. Et il faut savoir que c'est pas qu'un dossier qu'on envoie, il y a une traçabilité écrite que nous on fait sur le logiciel informatique du CHU, mais il y a aussi une traçabilité faite par les infirmières de recherche dans la banque de données des maladies rares. Donc là, sur la photo, vous pouvez voir, c'est le consentement de demande d'analyse de cardiogénétique qui est actuellement en vigueur dans le service. Voilà, donc il y a une partie qui est assignée par le patient, une partie que nous on remplit avec la date et l'heure du prélèvement, et il y a aussi une partie, c'est un peu en charabia, mais c'est la partie remplie par le médecin avec tous les gènes, tout ça. Voilà, donc ça on le met gentiment sur le bureau du médecin pour qu'il nous remplisse cette partie-là. Voilà, donc c'est en 3 feuillets, hein, vous avez... Et ça, c'est un exemple d'arbre généalogique. Voilà, mais ça, on en avait un petit peu parlé sur les précédentes présentations. C'est un exemple qu'on a pour les étudiants en médecine pour qu'ils puissent aller réaliser cet arbre généalogique avec un petit peu les écritures, donc en noir, les personnes qui sont atteintes de la pathologie, encadrées en blanc, les personnes qui sont dites saines. Voilà, donc vous étonnez pas si vous voyez un étudiant qui vient pour vous demander vos parents, tout ça. Voilà. À la sortie du patient, donc on a beaucoup parlé du coup de l'importance du dépistage familial. Donc ça, forcément, à l'issue de tous les résultats des examens, on va reparler du dépistage familial, donc et l'équipe paramédicale, donc et les infirmières et les médecins vont vraiment insister sur l'importance de parler de tout ça à votre famille et d'organiser un dépistage familial parce qu'on sait que c'est des pathologies qui découvertes vraiment en amont ou chez des personnes qui n'ont pas de symptômes, ça permet aussi d'éviter des problèmes à l'avenir. Le médecin remet également une liste de médicaments contre-indiqués parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure dans les précédentes présentations, il y a des médicaments qu'on ne peut pas administrer à des personnes qui sont atteintes du syndrome de Brugada et également du syndrome de QT long. On va aussi donner, nous et le médecin, des recommandations aux patients par rapport à la pratique sportive, par rapport dans le cas des syndromes de Brugada, la lutte contre l'hyperthermie, parce qu'on sait que l'hyperthermie, ça peut entraîner les troubles du rythme chez ces personnes-là. Voilà, concernant d'autres choses, donc tout ça, on fait le topo à la fin, une fois que tous les examens ont été faits et qu'on a une idée du diagnostic posé par le médecin. Donc là, je vous ai mis plein de sites utiles, donc la cardiogène, le site pour les maladies rythmiques héréditaires. Donc voilà, vous avez également les numéros des 2 services pour nous contacter, sachant que l'aile ouest est un service de semaine, donc vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi, et l'aile est est un service conventionnel, donc grosso modo 24 heures sur 24, plutôt le jour parce que les médecins sont pas trop là la nuit, mais enfin voilà, enfin si ils sont là, mais voilà. Vous pouvez appeler à tout moment, on vous orientera vers quelqu'un. Voilà. Bon, merci beaucoup pour votre attention.